Bruno Daillé, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes avocat, on vous connaît particulièrement parce que vous êtes l'avocat de Marc Dutroux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter cette brève présentation? Oh, je suis avocat depuis très longtemps, depuis 37 ans. J'ai été par ailleurs longtemps enseignant dans les universités et surtout j'ai été chroniqueur dans de nombreux médias, essentiellement chroniqueur judiciaire au Vif l'Express ou à la Libre Belgique ou au journal des procès antérieurement. Voilà ce qu'on peut dire en très gros. Donc, c'est une carrière en triangle, si je puis dire, entre la tâche d'enseigner, la tâche d'écrire et de rendre compte de ma pratique et le travail d'avocat sur le terrain. Pouvez-vous nous rappeler un peu ce qu'est la détention à perpétuité en Belgique? Mais la détention à perpétuité en Belgique, c'est une perpétuité qui peut être réelle, puisque c'est le TAP, le tribunal d'application des peines, qui décide de la possibilité d'élargir un condamné à perpétuité, c'est-à-dire de lui rendre sa liberté avant l'échéance de sa peine. Et donc, cette liberté, elle est potentiellement toujours pour demain. Donc, si le TAP refuse les demandes de libération conditionnelle ou de mise sous bracelet électronique, cette libération peut ne jamais advenir. Donc, nous avons à peu près 250 peines perpétuelles en Belgique, qui toutes sont susceptibles de durer ad vitam aeternam. Est-ce que c'est légal? Ce que je viens d'expliquer est parfaitement légal puisque c'est inscrit dans la loi et d'autre part que même la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence qui me paraît très frileuse, considère qu'à partir du moment où vous avez la possibilité d'un recours effectif pour demander votre libération anticipée, cette simple possibilité fait que votre détention perpétuelle n'est pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant. On reviendra un peu plus loin justement sur les effets d'une détention à perpétuité. Juste pour quand même peut-être évacuer un peu le sujet, je pense que pour la majorité des Belges, Dutroux est indéfendable, alors pourquoi le défendre? D'abord, personne n'est indéfendable par définition, puisque le travail de l'avocat est de défendre celui qui le lui demande. Donc, il n'y a pas d'exclusive. On ne pourrait pas, dans le chef d'un avocat, prétendre que tel ou tel est indéfendable. Alors, je dis toujours qu'on peut défendre n'importe qui, parce qu'on a même le devoir de le défendre. C'est le devoir de notre charge, c'est à ça que nous sommes préposés, c'est notre mission spécifique. C'est notre mission spécifique parce que d'autres ont pour mission spécifique d'accuser, d'autres ont pour mission spécifique de juger, et dans notre système légal, il y a une compartimentation des rôles, donc à chacun son travail. D'autre part, on ne peut pas défendre les gens n'importe comment, donc on est éventuellement passible de rendre des comptes sur la manière dont on défend les gens, mais certainement pas sur le fait de les défendre en tant que tels. Pour revenir justement sur ce que vous venez de dire sur le tribunal d'application des peines, qui peut sans cesse remettre à demain la libération, ça veut dire que potentiellement on peut mourir en prison. Absolument. Est-ce que ça ne peut pas être assimilé à une peine de mort? Pour moi, la perpétuité réelle, je l'ai déjà dit sur un plateau, est une abomination, c'est une ignominie, c'est un non-sens philosophique, c'est une hérésie du point de vue criminologique, c'est un scandale du point de vue éthique. On pourra revenir éventuellement sur ces différents thèmes, mais c'est effectivement pour moi un assassinat légal. Donc c'est l'équivalent d'une peine de mort à vie. Or, l'abolition de la peine de mort signifie en creux qu'on ne peut pas détenir les gens à perpétuité puisque il n'y a plus aucune... puisque dans la définition légale de la peine, le but final de la peine est celui de la réinsertion des condamnés et de leur réhabilitation. Ce qu'une condamnation effective à la perpétuité rend évidemment impossible ou purement virtuel ou hypothétique. On est face à un problème là. On est face à un très gros problème, d'autant que les cours d'assises actuellement se caractérisent par leur caractère hyper répressif et que les jurys populaires, on l'a vu cette année-ci, délivrent des perpétuités à tour de bras, y compris pour des condamnés qui ont 18, 19, 20 ans. Donc quel sens cela a-t-il de condamner à vie des gens qui sortent à peine de l'adolescence? C'est un scandale qu'il faut absolument dénoncer de toutes les manières.
On reviendra justement sur encore une fois les causes et traumatismes des peines et peut-être aussi des solutions à proposer en regard à ces peines d'emprisonnement. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault, à propos des peines et supplices au XVIIIe, dit qu'il est juste qu'un condamné souffre physiquement plus que les autres hommes. La peine se dissocie mal d'un supplément de douleur physique. Que serait un châtiment incorporel? Est-ce qu'on ne serait pas encore là en 2019? Oui, en fait, je suppose que ce n'est pas le propos de Michel Foucault, bien évidemment. Oui, je souhaite réagir de deux manières. La première, c'est que la prison en tant que telle a été au départ instaurée comme une alternative à ces châtiments corporels, à ces supplices publics qui se caractérisaient par leur cruauté. Et donc la prison a été considérée au départ comme un gain en termes humanistes, donc comme une avancée progressiste vers un adoucissement du régime des punitions. Et donc la prison a été considérée au départ comme un outil de rédemption pour les condamnés susceptibles d'amener à leur amendement, susceptibles d'amener finalement à leur réinsertion dans la société libre. Donc les concepteurs de la prison avaient une vue assez irénique, donc assez idéaliste des bienfaits de la prison, qui était considérée comme un exutoire aux anciens châtiments et supplices corporels. Il n'en est rien, évidemment. Deuxième partie de la réponse, c'est que la prison se caractérise toujours par une certaine forme de cruauté, une certaine forme de sadisme, et donc on ne peut pas évacuer ce que Denis Fassin appelle la part obscure du châtiment, c'est-à-dire qu'il y a toujours un supplément à la peine qui est les conditions dans lesquelles cette peine est subie et qui donc confine de toute façon quelque part à la cruauté. Donc on n'évacue jamais tout à fait cette part sadique qui consiste à avoir plaisir à savoir que d'autres souffrent. Et donc la peine privative de liberté, il faut y insister, est beaucoup plus que la simple privation de liberté. Elle est la privation de tout ce qui constitue notre humanité, finalement. C'est la privation de nature, la privation de lien social, la privation d'air, la privation de silence, la privation de solitude. On pourrait égrener ainsi très longtemps la liste de tout ce qu'implique le simple fait de ne pas pouvoir sortir de cette pièce sans que quelqu'un vienne vous ouvrir. Et donc on a le sentiment que peut-être que si ce n'est plus le corps qui souffre, comme il souffrait au XVIIe ou au XVIIIe, on a l'impression que maintenant c'est l'esprit qui doit souffrir. Il doit toujours y avoir cette espèce de douleur qui est automatique avec une peine d'emprisonnement. Bon, la notion de peine, évidemment, est ambiguë, et donc elle recèle en elle-même le fait que la punition doit être afflictive. Donc c'est un châtiment, donc la notion de châtiment reste intacte, notamment, et on pourra en parler, pour donner prétendument satisfaction aux victimes. On pourra en reparler ultérieurement. Donc la peine, de toute façon, en tant que telle, doit contenir la notion de souffrance. Donc on ne sait pas l'évacuer tout à fait, c'est un indépassable. Et donc effectivement, tout le monde va dire c'est légitime, la prison doit avant tout faire souffrir. Donc en tant que punition, c'est là qu'on arrive à la question de la mesure de la peine. D'abord, la punition n'a jamais de sens en tant que telle, elle n'est pas sa propre fin, elle ne sert qu'à autre chose. On ne peut pas punir uniquement pour punir, ça doit toujours viser un objectif qui est au-delà de la punition. D'autre part, la punition doit rester, et c'est un bienfait de notre système, un des rares bienfaits, c'est que la notion de justice suppose la notion d'équilibre, suppose la notion d'équivalence, c'est-à-dire que la peine doit rester proportionnée à la gravité du délit. Donc c'est un frein à la répression qui consiste à dire qu'on ne doit jamais punir plus qu'il n'est nécessaire, plus qu'il n'est concevable. Tandis que dans la logique sécuritaire, vous êtes dans une logique sans frein où on peut dire que tant que les gens sont dangereux, ils sont inamendables et on ne peut pas leur faire recouvrir leur liberté. Lorsqu'on évoque des crimes qui ont durablement marqué la population, on a l'impression que cette population et les victimes, vous en avez parlé, parlons un peu des victimes, est-ce qu'elles n'attendent pas que le coupable porte véritablement sa condamnation et la vérité du crime qu'il a commis? Est-ce que ce n'est pas une des choses que l'opinion publique attend de manière un peu place publique, justement
Il y a un curieux lien entre la justice pénale, qui fait partie de ce qu'on appelle le droit public, puisque tout ce qui concerne le pénal est public, c'est-à-dire les audiences sont publiques, les procès sont publics, le prononcé des peines est public, parce que effectivement la vocation de la justice pénale est d'une certaine manière, de rasséréner l'opinion et donc de faire en sorte que le trouble social soit anéanti. Donc on espère que par l'infliction d'une peine, le calme revienne, si vous voulez. C'est exactement comme de jeter une pierre dans l'eau, ça fait des vagues et puis il faut que la surface de l'eau recouvre sa tranquillité. Et donc ça, telle est la vocation de la justice. Et donc plus les crimes sont graves, plus on a sorti les procès d'une publicité finalement assez tapageuse, vocation des cours d'assises, qui est d'être en quelque sorte, comme on le dit traditionnellement, le trait d'union entre la justice et le public, où l'aspect le plus la justice revêt son aspect le plus spectaculaire. Donc on est quelque part et on ne parvient pas à évacuer le sensationnalisme qui est lié au procès d'assises. D'où le fait que l'opinion reste très attachée viscéralement au procès d'assises, parce que précisément ils sont la vitrine en quelque sorte de la justice, tandis que les procès correctionnels, qui intéressent nettement moins le public, se passent dans un relatif anonymat. D'où le fait que chaque fois qu'on veut réformer la cour d'assises, voire la supprimer, il y a une levée de bouclier de la part de l'opinion consistant à dire mais dans ces conditions c'est une justice qui va se passer en douce à notre insu, sans que nous ayons en quelque sorte une visibilité sur ce qui se déroule. Ce lien avec l'opinion publique est dangereux parce que, évidemment, le danger est que les juges soient sous pression et que la justice soit rendue essentiellement pour complaire à l'opinion. Alors on sait bien qu'il y a un fond commun dans l'opinion, une espèce de lit de l'opinion qui fait qu'on ne sera jamais assez sévère. Et donc si on devait rendre une justice à l'applaudimètre, si on devait tendre un micro-trottoir aux passants, il est clair qu'on serait dans une majoration des peines tout à fait excessive, on en reviendrait à des peines totalement énormes. Donc il y a dans le chef de la justice une mission, je sais que ce que je vais dire est dur à avaler, mais qui est que les juges doivent forcément demeurer impopulaires. La justice doit être impopulaire parce qu'elle va globalement à revers de l'opinion. Donc elle va à rebrousse-poil, elle va à contre-courant, puisqu'elle consiste toujours à limiter la répression. Et donc le danger est que les juges se sentent tellement tenus par l'opinion, si vous voulez, qu'ils jugent sans frein. Quand j'ai dénoncé la loi du trou, si je puis dire, sur le TAP, en disant c'est une loi qui a été faite exclusivement pour du trou, créer un tribunal composé de 5 juges qui statuent à l'unanimité et sans appel. Pourquoi à l'unanimité ? Parce qu'en fait, ces juges devront rendre des comptes à l'opinion. Donc ils seront sur la sellette, parce que personne ne pourra se défausser sur son voisin en disant c'est une opinion majoritaire, nous n'y sommes pour rien. Sous-entendu, je n'ai pas voté dans le sens de la majorité. Ici, exiger l'unanimité des 5 juges, c'est en fait tout cadenasser de telle façon que les gens ne sortent pas. S'il n'y a pas d'unanimité, qu'est-ce qui se passe en fait ? La décision de libération doit être prise à l'unanimité, donc s'il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de libération non plus. Il n'y a pas de capacité à remettre cet état de fait Alors on a considéré qu'il n'y avait pas de budget à l'époque de la création du tribunal d'application des peines pour créer une instance d'appel, donc c'est le seul tribunal en Belgique qui statue en premier et en dernier ressort, à l'exception de la cour d'assises, dont on sait que les arrêts ne sont pas non plus susceptibles d'un second degré de juridiction. Donc justement, ce dont on parle ici maintenant par rapport à justement l'impopularité de la justice, en tout cas de sa neutralité absolue, en tout cas on devrait dire, elle pose problème dans un État où les pouvoirs sont séparés, mais où d'un côté on a le politique tout de même qui lui ne fonctionne qu'en fonction de l'opinion publique. Absolument. Ce sera un peu compliqué de dire l'inverse. Oui. Et une justice qui devrait être libre de tout mouvement. Oui.
C'est pour ça que le législateur fait du mauvais travail pour l'instant. Donc c'est clair qu'il y a eu un virage ultra sécuritaire depuis globalement les années 80 et que donc les lois elles-mêmes deviennent de plus en plus répressives et cadenassent les choses. Donc les juges ont de moins en moins de latitude d'appréciation. Il n'y a toujours pas on augmente les minima, on a sorti les incriminations de peine de plus en plus lourdes et on modifie la loi sur la libération conditionnelle de telle façon que les condamnés doivent subir un quota de peine de plus en plus élevé. Donc, il y a un vent répressif qui fait que le juge lui-même est obligé d'appliquer, faut-il le dire, des critères tout à fait idiots. En matière de libération conditionnelle, il y a 5 critères. Ces critères sont tous susceptibles d'être visités de façon critique en disant mais c'est un non-sens, c'est une aberration, vous fixez des exigences tellement pharisaïques, tellement hypocrites que vous empêchez finalement le TAP de juger en toute latitude. Mm-hmm. Qu'est-ce que le TAP, quels éléments on pourrait faire en sorte qu'à un moment donné, dans l'affaire Dutroux, il y ait une unanimité des juges, pardon. Je pense que malheureusement, ça supposerait que le TAP s'émancipe d'une certaine manière des critères légaux, parce qu'à les appliquer strictement, ces critères sont aberrants. On peut les énumérer rapidement. Il y a 3 des 5 critères. Déjà, c'est énorme et c'est évidemment dû à l'affaire Dutroux. Donc cette loi aussi est le calque de ce que l'opinion pense de l'affaire Dutroux et donc imposant en quelque sorte des solutions spécifiques, mais qui font en sorte que finalement tous les détenus de très longue durée sont assimilés au cas de Dutroux. Donc Dutroux a contaminé en quelque sorte tout le système légal qui a été rédigé à sa mesure. Donc 3 des 5 critères visent explicitement les victimes. C'est le fait de ne pas les importuner à l'avenir, donc le risque qu'ils les importunent. Ça vise essentiellement les harceleurs, donc c'est assez spécifique. Le fait de commencer à les indemniser, ce qui, vous admettrez avec moi que c'est aberrant, parce que demander à un condamné qui a rarement du travail et qui, quand il en a, à titre exceptionnel, est payé quelques centimes l'heure, demander qu'il fasse un effort pour indemniser, alors que la plupart du temps, ces victimes ont déjà été indemnisées par la commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, c'est lui poser une condition impossible, ou alors on se satisfait du fait qu'il a payé 10 € à l'un, 20 € à l'autre, ce qui est évidemment assez ridicule. Et troisièmement, on vise l'attitude globale du condamné à l'égard des victimes, ce qui est un critère extrêmement ambigu. Alors, il est interprété par plusieurs journalistes auxquels j'ai eu affaire comme le fait que la personne doit nécessairement avouer ses crimes. Ça aussi, c'est extrêmement ambigu. Beaucoup de condamnés ont leur vérité, qui ne colle pas tout à fait à la vérité judiciaire, d'ailleurs, qui parfois n'y colle pas du tout. Donc certains condamnés, même 10 ans, 20 ans après leur condamnation, continuent obstinément de revendiquer leur innocence, estiment avoir été victimes d'une erreur. Ce n'est pas le cas de Dutroux, je m'empresse de le dire, mais donc je veux dire, on doit respecter cette parole. Ils ont le droit de garder leur vérité. Je considère tout à fait absurde de conditionner la libération de quelqu'un au fait que, finalement, ayant été condamné, il devrait nécessairement avouer que la vérité judiciaire correspond à la vérité nue. Pour moi, c'est un non-sens. Maintenant, d'une manière générale, les longues peines n'amènent pas, je dis bien d'une manière générale, les longues peines n'amènent pas à l'amendement. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où un condamné a l'impression qu'il subit un sort injuste, et n'importe quel détenu vous dira que la façon dont on lui fait subir sa peine est tellement affreuse qu'il s'estime victime de la société. Donc cette attitude qui amène plutôt à la révolte contre la condition qui leur est faite n'est pas du tout propice à l'amendement. Donc il y a un non-sens à exiger in fine lorsque les gens sont déjà libérables, donc ils sont déjà dans les temps pour postuler leur libération. Il y a quelque chose d'assez absurde à exiger d'eux qu'ils reconnaissent leurs crimes et qu'ils soient en quelque sorte dans la repentance. Ça peut arriver, ou alors c'est une repentance de façade destinée simplement à donner satisfaction au tribunal et comme ça, en quelque sorte, tout le monde est content. Quant aux 2 derniers critères, le fait d'avoir un plan de réinsertion et le fait de ne pas présenter de risque de récidive,
on peut aussi les mettre sur la sellette, en quelque sorte, et les soumettre à la libre critique. Le fait de proposer un plan de réinsertion, alors je suis assez explicite sur le sujet, c'est tout à fait absurde. Absurde d'exiger du condamné d'être pratiquement le seul à devoir mettre sur pied sa propre réinsertion. La prison a une vocation évidente qui est de désinsérer les gens. Donc, ça, en tout cas, même si ce n'est pas sa vocation officielle, c'est son effet premier, c'est elle coupe les détenus de toute vie sociale. D'accord ? Donc, ceux qui avaient un travail n'en ont plus, ceux qui avaient une famille l'ont la plupart du temps perdu, on se désintéresse. Les détenus sont abandonnés à leur sort. Ils se retrouvent souvent dans une solitude effarante dont seuls les sortent les visiteurs de prison, qui sont des bénévoles. Et donc, on a des gens qui sont, depuis quelques années, voire de nombreuses années, en train de végéter sur leur propre sort, dans un état de solitude quasi absolue. Et on va, avec des moyens de fortune, le service psychosocial, un psychologue pour X détenus, un psychiatre pour X détenus, leur donner un régime tout à fait maigrichon de congés ou de sorties spéciales pour aller voir qui sont CPS, qui sont psychologues, qui un centre de désintoxication. Et on va dire, ben voilà, vous devez compter sur vos propres forces pour pouvoir proposer le jour venu un plan de réinsertion. Prenons le cas récent de Lelièvre, qui est encore dans toutes les mémoires. Dire on va vous libérer pour autant que vous ayez dans les 6 mois un bail enregistré, c'est faire peser sur le condamné et sur le seul condamné la tâche, faut-il le dire, quasi impossible, de trouver une bonne âme susceptible de lui procurer un domicile. Alors que, bien entendu, on est dans un milieu foncièrement hostile, éventuellement dans un milieu urbain où il y a un voisinage. C'est une mission quasiment surréaliste qui est confiée au condamné ou à son avocat qui se voit refiler le vilain travail. Donc c'est une façon, selon moi, très pharisaïque, mais le TAP n'y est pour rien, puisque le TAP, 1, doit appliquer la loi, 2, ne peut pas lui-même aider le détenu. Il n'a aucune vocation à favoriser sa réinsertion. D'où le fait que, tant que vous faites peser sur le détenu lui-même la tâche de se réinsérer, le bas blesse. Donc, d'où ma proposition de dire cette libération conditionnelle doit être automatique après que le condamné ait subi une certaine fraction de sa peine, qu'on dise une moitié ou 2/3 ne me gêne pas, mais à ce moment-là, à partir du moment où l'État sait qu'à partir d'un certain moment, le détenu va automatiquement recouvrir sa liberté sous condition, vous faites, c'est une véritable révolution de perspective, puisque vous faites peser à ce moment-là sur l'État la tâche de réinsérer ces condamnés. Et donc, mon point de vue, mon leitmotiv consiste à dire, si l'État prive quelqu'un de sa liberté, dès le moment où il l'incarcère, comme il le prive de toute autonomie, c'est à lui que va incomber le soin de le réinsérer. Donc ce qu'il a défait, il va devoir le refaire. Quant au tout dernier critère, le risque de récidive, on peut peut-être le laisser pour la suite parce que je ne veux pas escamoter vos questions, mais pour le dire en un mot, le risque de récidive, c'est de toute façon un pari sur l'avenir qui, en toute hypothèse, reste frappé par le sceau de l'aléatoire. Donc, de toute façon, c'est extrêmement hasardeux. Et quelles que soient les précautions que l'on prenne, on va parfois empêcher la sortie de quelqu'un qui, en réalité, n'aurait rien fait. Et on va parfois accepter la sortie de quelqu'un qui va récidiver dans un maigre pourcentage de cas. C'est inéluctable, de la même façon que vous ne savez pas si la personne que vous croisez en rue n'est pas armée, ne va pas tout d'un coup vous asséner un coup de marteau parce qu'elle a piqué, comme on dit, une stribe. Alors c'est vrai que justement, avec la réponse que vous venez de donner ici, vous avez balayé quelques-unes de mes questions. C'est pas grave. Hein. Je suis confus. Non, il n'y a pas de souci. J'ai été pris dans le mouvement. C'est parfait. C'était le but justement. C'était justement de pouvoir développer votre pensée par rapport à ça. Je voulais juste revenir en fait sur le cas des aveux parce que dans les points que vous avez cités, les aveux complets et sans condition du coupable, c'est finalement, c'est peut-être un héritage un peu chrétien, hein, cette envie de systématiquement devoir expier ses fautes. Il n'empêche que ça reste quand même quelque chose effectivement pour l'opinion, pour le politique, qui est magistral. Et on a le sentiment que dans le chef de Dutroux,
il n'aurait pas justement avoué complètement ou complètement ses crimes. Et je pense particulièrement à Julie et Mélissa, sur lequel il laisse encore planer une part d'ombre, en tout cas une responsabilité limitée d'après lui. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait déjà un élément quand même? Est-ce que vous pensez qu'il a réellement fait tous ses aveux? Est-ce que vous pensez que là, sa vérité, il n'est pas en train de cacher quelque chose? Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait l'aider en tout cas? Bon, si on parle du cas spécifique de Dutroux, d'abord je suis quand même tenu par une certaine confidence, donc je ne puis pas tout divulguer. Maintenant, ce qui est clair, c'est que Marc Dutroux conteste farouchement avoir commis certains des crimes du chef desquels il a été condamné. Il a toujours contesté avoir enlevé Julie et Mélissa. Je suis enclin à le croire. Maintenant, je dis toujours deux choses qui permettent clairement de cadrer le débat. C'est que, d'un, je ne suis évidemment garant d'aucune vérité. Le dossier, il est absolument impossible de le revoir. Il fait 600 000 pages. Je crois que personne ne l'a jamais étudié exhaustivement. Et de toute façon, ce n'est pas mon travail. Je ne demande pas, je ne sollicite pas la révision de ce procès. Je suis le conseil d'un condamné définitif. Deuxièmement, je ne suis pas non plus garant de la vérité de ce que me dit mon interlocuteur. Donc, si Dutroux me ment, ou si Dutroux croit lui-même à ses propres affabulations, ou s'il dit la vérité, en fait, je suis incapable d'en décider. Je pars de l'idée, si vous voulez, que ces dénégations, pour moi, ne changent rien au portrait d'ensemble. Donc, dire « il n'a pas enlevé Julie et Mélissa » n'enlève rien au fait qu'il les a séquestrées et que du fait qu'il a participé, en quelque sorte, à leur enlèvement, pas à leur enlèvement proprement dit, mais au fait qu'elles soient restées, qu'elles n'aient pas été restituées à leurs parents, a évidemment entraîné pour conséquence qu'elles sont décédées dans des circonstances tout à fait atroces, par manque de soins, par manque d'alimentation, alors que, je le répète, il était détenu à cette époque. Mais, bien entendu, il aurait pu signaler les faits et éviter que, de cette façon, elles décèdent dans ces circonstances tragiques. Donc, de mon point de vue à moi, qui est un point de vue d'avocat, ça n'escamote pas, ça n'énerve même pas sa propre responsabilité. Par contre, je ne vois pas pourquoi je devrais le contraindre à reconnaître qu'il les a enlevés si, de fait, il soutient qu'il ne les a pas enlevés. Je suis confronté à quelqu'un qui est détenu depuis 23 ans et qui présente forcément le risque, inévaluable dans mon chef, de s'être reconstruit sa propre vérité. Donc on est très loin après les faits. Alors, il rote continuellement dans la même ornière, si vous me voulez, donc il est confronté à lui-même non-stop, il a comme seul interlocuteur son téléviseur, avec lequel il dialogue, il se tient très fort au courant de l'actualité, mais donc, concernant son dossier, à force de le ressasser mentalement, le risque d'être dans la répétition du même, si vous voulez, est évidemment flagrant. Donc, je constate qu'il est très difficile de le faire changer d'avis, donc soit parce qu'il dit vrai, soit parce qu'il divague, soit parce qu'il ment. Je ne pense pas qu'il me mente parce que nous sommes dans une relation, je crois, de confiance. Mais voilà, je n'irai pas plus loin. Quand il dit, deuxième exemple, « Je n'ai pas assassiné Anne et Efie », on est venu les rechercher chez moi alors que je les avais séquestrés. Même raisonnement, c'est du fait qu'il les a séquestrées qu'elles ont fini par décéder dans des circonstances abominables. Cela signifie-t-il pour autant que je dois lui soutirer le fait qu'il les a tuées alors qu'il ne l'aurait pas fait? Vous comprenez bien que je suis dans un double bind et que ce n'est absolument pas ma mission. Je pense que la question des aveux concerne essentiellement les victimes. Et là, je vais faire une petite insiste sur les victimes parce que je crois qu'elles ont une part prédominante dans ce dossier. Que les victimes soient avides de vérité, je crois que c'est tout à fait compréhensible. Tout le monde dans ce dossier est conscient que le procès n'a de toute façon pas révélé toute la vérité et dois-je rappeler que les parents Russo n'ont pas participé au procès d'assises qu'ils considéraient à l'époque comme une véritable mascarade. Donc le procès a servi simplement à servir au public une vérité telle qu'elle ressortait d'une enquête qui, à mon avis, à maints égards, a été complètement biaisée.
On a créé un dossier bis qu'on a envoyé sur une voie de garage dont personne n'a jamais eu connaissance des résultats. Et donc, il y a évidemment dans le chef de la population, mais essentiellement dans le chef des victimes, une frustration qui consiste à finalement ne pas savoir quelle serait l'exacte vérité. Je suis tout comme vous, avide de cette vérité. Donc si je pouvais la connaître, il est évident que ça me soulagerait mentalement et je serais le premier aise à pouvoir dire aux victimes, voilà exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut trancher dans le vif. Vous avez raison de dire qu'il faut faire quelque chose. J'ai annoncé que j'enverrai prochainement un courrier synthétique aux avocats des victimes en leur disant « Vous le communiquerez à vos clients s'ils en sont demandeurs, puisque je ne peux pas les importuner. Donc s'ils en sont demandeurs, vous leur communiquerez la teneur. Cette teneur est confidentielle, ils en feront ce qu'ils veulent. D'accord ? Mais ils ont droit de savoir ce que Dutroux dit aujourd'hui au sujet des faits. Que cette vérité les contente ou qu'au contraire, elle leur fasse grimper au rideau, les fasse grimper au rideau, c'est en quelque sorte, ça leur appartiendra en propre. Je pense qu'elles ont le droit de savoir. Je pense que maintenant, il est temps que Dutroux sorte en quelque sorte de son mutisme. Mais faut-il dire que l'état de notre droit ne favorise pas non plus du tout la prise de parole des condamnés. Et au fond, ce qu'on me reproche, puisque je lui sers de paratonnerre, c'est que le condamné, par mon biais, s'exprime. Alors qu'en fait, on attendait simplement qu'il meure en prison de son dernier souffle, sans sortir du bois et sans qu'il ait en quelque sorte droit à la parole. Et donc, ce qui est gênant dans le chef d'une partie de l'opinion, c'est tout simplement que le condamné prétende avoir en quelque sorte droit à la parole. Si j'avais envie que vous reveniez, enfin, ou si je vous ai posé cette question par rapport aux aveux et par rapport justement aux victimes sur lesquelles vous venez de vous exprimer, c'est justement parce que j'espère que ce sera plus ou moins clair, mais c'est par rapport à ce que vous aviez dit avant, c'est de montrer que c'est quand même deux choses complètement différentes. Qu'à un moment donné, il y a un parcours pénal, qui a un parcours en prison et qui a des peines et qui a un système qui est en place, et que de l'autre côté, après, il y a une vérité qu'on veut avoir, mais qu'on a le sentiment que dans l'affaire Dutroux, tout est lié. Et justement, vous l'avez dit, dans ces points qui doivent être déterminants pour le TAP, pour appliquer une libération, on se rend bien compte qu'il y a des éléments qui finalement faussent complètement tout le débat, quoi. Mais en fait, dans ce procès, il y a deux caractéristiques majeures. C'est que ce procès, cette affaire a fait l'objet et fait l'objet d'une surmédiatisation assez effarante. Et d'autre part, que les victimes dans ce dossier ont eu une place tout à fait particulière. Les deux choses sont évidemment liées. Ce dossier a défrayé la chronique bien avant l'arrestation de Marc Dutroux, parce que les victimes ont très vite été médiatisées et ont fait le nécessaire pour l'être et pour stigmatiser les lacunes de cette enquête. Et donc, elles ont acquis très rapidement un statut d'icône. Et donc, elles sont devenues, dès avant l'arrestation de Dutroux, bien plus que des parents de victimes, elles sont devenues des leaders d'opinion. Peut-être contre leur gré, mais le fait est qu'elles ont continué de jouer ce rôle bien après, pendant cette instruction qui était interminable. Elle a duré 7 ans ou 8 ans, si ma mémoire ne m'abuse, pendant tout le procès, et même après le procès, puisque les médias en ont fait leur chou gras, et qu'en toute occasion, on a commémoré, si je puis dire, l'anniversaire de sa pseudo-évasion, l'anniversaire de son arrestation, l'anniversaire excusez-moi de le dire, de la découverte des corps. Et donc, ce procès a sans arrêt été revivifié. Et même aujourd'hui, lors de la plupart des émissions qui y sont consacrées, on commence par ressusciter des images de l'époque, qui sont des images qui, en quelque sorte, raniment l'horreur. Donc on est dans une sphère tout à fait affective, tout à fait émotionnelle, qu'on ne parvient pas à quitter. Donc cette médiatisation empêche de rationaliser le débat. D'autre part, il y a un phénomène curieux que moi j'ai appelé le victimaire dans un petit opuscule, un petit pamphlet qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Les trois cancers de la justice ». Et le victimaire, c'est le fait qu'on fait jouer aux victimes un rôle qui n'est pas le leur, qui est celui d'agent de répression. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête pas de tendre le micro
au Papa Lejeune, aux parents Rousseau, pour leur demander finalement ce qu'ils en pensent, s'ils sont satisfaits de l'avancée de l'enquête, s'ils sont satisfaits de la peine que subit Dutroux, s'ils sont d'accord avec la libération de Dutroux, alors que sur ce chapitre-là, qui est le seul d'actualité, forcément, ils n'ont pas voix au chapitre. Donc, la place qu'on leur a retirée dans le cadre de la procédure, ils la récupèrent par le biais des médias. Et comme la justice actuellement, pour les gens, c'est la justice telle qu'ils la voient à la télé, puisqu'ils n'ont pas affaire directement à l'appareil judiciaire, la justice se voit confisquer, si vous voulez, son autorité, et elle se la voit confisquer au profit des médias qui, en quelque sorte, la rendent par interposition de personnes. Donc, c'est-à-dire, finalement, ce sont les médias qui donnent le ton. Et la justice arrive toujours avec une très grande longueur de retard. Elle se fait dévaliser ce qui est son propre, c'est-à-dire de prendre des décisions qui doivent être obéies et qui font vraiment autorité. Donc, on parle du procès avant qu'il ait lieu, on parle du procès après qu'il ait lieu, et la justice n'a quasiment plus aucune prérogative. Ça, ce serait vraiment super intéressant si vous vouliez bien revenir un jour, qu'on parle justement de la réforme du système judiciaire en Belgique, et éventuellement du côté pénal. C'était pas complètement le propos ici, puisque je voulais rester sur les peines, etc. Mais c'est très intéressant, et je pense qu'effectivement, il y a certainement énormément de choses à dire. Je voulais revenir avec une petite citation, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est toujours du même en plus. Et il cite quelqu'un dans sa citation, donc c'est Foucault qui écrit à un moment donné « La prison fabrique des délinquants par le type d'existence qu'elle fait mener aux détenus. Qu'on les isole dans des cellules ou qu'on leur impose un travail inutile, c'est ne pas songer, et là il cite Tocqueville, à l'homme en société, c'est créer une existence contre nature inutile et dangereuse. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais en fait, on va reprendre à notre compte 3 stéréotypes. La prison est une école du crime. C'est une usine à récidive et c'est une fabrique d'exclusion. Alors, c'est une école du crime dans la mesure où tous les gens qui sont détenus se retrouvent enfermés dans le même pot. Or, ils ne le sont pas pour des délits de la même nature. Donc, ils ont uniquement comme parenté le fait d'avoir commis un délit qui leur vaut d'être détenus. À part ça, ils n'ont pas grand-chose en commun, sauf leur caractère délinquant ou criminel. Donc, on additionne des gens qui ont chacun des parcours de vie extrêmement chaotiques, souvent très cabossés, qui sont souvent laissés pour compte de la société de consommation, etc., qui sont des gens déscolarisés, qui sont des gens désinsérés du monde du travail, et qui payent les frais d'être, en quelque sorte, des rebuts sociaux. Et donc, tous ces gens sont agglutinés les uns sur les autres, soit dans un isolement absolu comme les Dutroux, mais la plupart du temps dans une promiscuité effarante et tout à fait dégradante. Donc ils sont vraiment entassés les uns sur les autres. C'est la question de surpopulation pénitentiaire qui est chronique. Donc c'est une école du crime. C'est une usine à récidive à mesure où on a la récidive qu'on mérite. À partir du moment où la peine qu'on fait subir l'est dans de telles conditions, elle est évidemment propice à la désinsertion des gens, et donc elle compromet leur réinsertion dans la société libre. Tout est fait pour en faire définitivement des exclus, des parias, des gens qui sont stigmatisés par leurs antécédents, par un casier qui les empêche de recouvrer une place digne dans la société. Outre le fait que rien ne les y encourage, outre le fait qu'ils n'y sont pas aidés, ils n'y sont pas assistés. Et en troisième lieu, c'est une fabrique d'exclusion dans la mesure où la population pénitentiaire en Belgique, comme dans les pays voisins, est une population extrêmement homogène. C'est une population essentiellement masculine, dans la tranche 18-25. On rentre en général en délinquance très jeune, y compris même pendant la minorité. C'est une population et c'est toujours pour des délits à peu près la même nature, c'est des délits attentatoires aux propriétés ou des délits attentatoires aux personnes. Donc la prison, c'est pas pour tout le monde, il faut quand même le signaler. La prison est en fait extrêmement discriminatoire, elle participe au fait que la justice pénale est en fait extrêmement inégalitaire. Selon que vous délinquez par la violence, que vous délinquez astucieusement, vous serez jugé très rapidement et très sévèrement, ou vous ne le serez jamais. Ou on vous proposera une transaction qui effacera en quelque sorte votre crime et qui vous permettra de continuer de prospérer de façon illicite. Donc il est clair que la transaction pénale, c'est pour les banquiers, c'est pour les diamantaires, ce n'est pas destiné aux voleurs de sacs ou aux voleurs d'autoradio. Donc il y a une population, une population cible
qui se reconduit indéfiniment. Donc la prison, comme la justice d'ailleurs, est dans la reproduction du même schéma indéfiniment. On peut dire que depuis à peu près 2 siècles, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, et tout le monde, quelque part, se satisfait de ça. On pourrait revenir sur les raisons du succès de la prison, mais en fait, ça n'émeut personne. Le sort des détenus, non seulement n'amène personne à protester, mais au contraire satisfait globalement la population parce que ce sont les boucs émissaires de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre société. Et donc, quelque part, on est soulagé de savoir que quelques-uns souffrent parce que, quelque part, ils l'auraient bien mérité. On a évoqué la prison comme finalement fabrique à délinquants, ou en tout cas qui ne permet pas la réinsertion. On l'a évoqué tout à l'heure, en tout cas en filigrane, mais justement, est-ce que l'État, à un moment donné, n'a pas complètement abdiqué et finalement ne prend pas ses responsabilités par rapport aux personnes qu'elle contribue à forger finalement dans ces prisons, quoi? Oui, c'est une faillite. C'est-à-dire le discours consistant à dire la prison va servir à réinsérer est un discours complètement plaqué auquel personne ne croit. Simplement, ça tombe dans l'indifférence générale, donc ce n'est pas un sujet qui mobilise la population. Au contraire, le politique sait bien qu'il va dans le sens du poil et qu'il n'y a aucune raison d'investir dans les prisons parce que, quelque part, ça remplit sa vocation et donc il n'y a pas lieu de réformer quoi que ce soit. Donc on n'a aucune véritable ambition de faire jouer à la prison le rôle qu'elle devrait avoir. Donc on est aux antipodes du moindre projet de réformer quoi que ce soit. D'ailleurs, les thèses que je défends tombent dans une indifférence absolue au niveau politique. Les seuls interlocuteurs qu'on me propose sont toujours et éternellement les parents de victimes, alors qu'en réalité, les thèses que je défends sur l'abolition des peines perpétuelles, sur la diminution des peines à temps qui ne devrait jamais, à mon avis, excéder 15 ans, parce qu'après 15 ans, la réinsertion devient complètement aléatoire, et surtout le fait de réformer les prisons de l'intérieur, c'est-à-dire d'en faire quelque chose qui a une vocation utile. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le temps passé en prison est du temps mort, du temps qui ne sert strictement à rien, sinon à désespérer. Et donc, il faudrait métamorphoser les prisons en lieu d'insertion, en école, en lieu de formation professionnelle, en lieu de travail, en lieu d'atelier, donc de façon à donner un bagage aux personnes qui y passent et qui précisément pourraient, on peut l'espérer, en sortir meilleurs qu'elles y sont entrées. C'est un discours un peu christique, mais je veux dire, il est clair qu'on devrait en faire, pour parler dans un langage très imagé, des lieux de rédemption. Mais personne, absolument personne, au niveau des politiciens ou des parlementaires, ne mettra jamais cette question sous le tapis pour des questions budgétaires, alors qu'en réalité, on sait que les détenus coûtent fort cher et qu'il y aurait bien mieux à faire avec le même argent. Donc, d'un strict point de vue financier, la prison est contre-productive. Nous vivons en Belgique, donc c'est un pays qui a aboli la peine de mort en 1996. Relativement tardif, mais enfin, même si elle n'était plus appliquée, faut reconnaître, mais enfin, elle était abolie de fait en 1996. Cette même Belgique fait partie de l'Europe. Alors, je précise quand même qu'une des clauses d'adhésion à l'Europe, c'est qu'il faut avoir aboli la peine de mort, sinon on s'en exclut automatiquement. Absolument. Donc, en théorie, Dutroux va sortir. Si on reprend ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire qu'une peine à perpétuité réelle, incompressible, équivaut à faire mourir quelqu'un en prison, donc peut être équivalent à une peine de mort. Donc, normalement, de fait, exclurait la Belgique de l'Europe et de sa détresse. Enfin bon, bref, on imagine l'imbroglio que ça pourrait amener. Donc en théorie, voilà, Dutroux va sortir, mais... Et je parle de Dutroux, mais... Je sais qu'on a des très longues peines, oui. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens comprennent ça ? Alors, il y a en matière de justice une désinformation beaucoup plus importante que l'information et une mauvaise médiatisation galopante. Le format que vous me proposez est exceptionnel. Donc, d'une manière générale, le langage télévisuel est un langage assez imbécile, puisqu'on est censé traiter de problèmes graves dans un laps de temps ridiculement court. Quand on vous dit que c'est le grand sujet du JT, ça fait 3 minutes. Il est absolument impossible d'articuler un raisonnement dans un laps de temps aussi court.
Quand vous avez jeudi en prime, ça fait 15 minutes, dont la moitié est occupée par les questions. Même chose, c'est déjà mieux que rien, mais ça tourne rapidement court. Le fait est qu'on est dans une société du zapping et que donc imposer aux gens des émissions qui durent 1 heure relève d'un autre temps. Je crois qu'il n'y a aucune éducation à la justice déjà dans le cadre des écoles secondaires. Moi, j'ai été amené à participer à de nombreuses discussions et débats, y compris dans des écoles. C'est un travail de fond qui est très important. À partir du moment où les gens sont à l'écoute, où ils sont même à la rigueur contraints d'écouter comme les élèves ou des étudiants, à partir du moment où il y a une écoute attentive, vous pouvez faire avancer le débat et faire bouger les lignes. Le problème, c'est que vous vous heurtez à certains médias, à certains journaux que je ne citerai pas, à certaines chaînes de télévision, qui vont toujours abonder dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui vont accentuer encore davantage le sensationnalisme, qui vont privilégier l'information qui va faire scandale, et donc du coup vous rétrogradez. Quand des journaux titrent le 2 janvier sur le repas de réveillon servi aux grands criminels, vous excitez la population à être montée contre ces prisons 5 étoiles. Okay, quand vous faites un sujet sur Dutroux qui glisse sur la glace parce qu'il y a un peu de verglas sur le préau, qu'est-ce que vous essayez de faire passer comme message à travers ça? Donc c'est une information qui est délétère et qui fait reculer la cause, si vous voulez. Donc il n'y a jamais de confrontation d'idées, il n'y a jamais de possibilité d'un débat articulé. On est dans la pure émotion qui escamote toute possibilité de dire, vous savez, la prison, vous n'en avez aucune connaissance, vous parlez de quelque chose dont vous n'avez même pas idée. Lors d'un récent débat RTBF, on voyait que tous les interlocuteurs qui avaient une science même approximative de la prison étaient unanimes pour dénoncer le fait que c'est un dépotoir humain, et vous aviez des gens dans le public qui parlaient sans frein, en train de dire que pas du tout, qu'aucune peine ne serait jamais suffisante. Mais ces gens-là, il faut bien le dire, ne devraient pas avoir voix à la parole, droit à la parole dans une émission télévisée parce qu'ils racontent n'importe quoi. Et donc, ils font en quelque sorte reculer la connaissance au profit de quelque chose de purement émotif. Moi, quand je rentre en prison, je suis instantanément saisi par une sensation d'absurdité. Ce sont des lieux qui devraient être abolis. Donc, tel que ça existe, ça n'a, en fait, il faut le souligner, aucun sens. Et donc, je crois que tant qu'on n'éduque pas globalement la population à dire, vous savez, vos prisons et les gens qui sont jugés en votre nom subissent un sort inimaginable dans une société du XXIe siècle, tant qu'on ne leur met pas, tant qu'on ne leur donne pas l'aliment à la cuillère en disant, vous savez, c'est comme ça, et il faut dénoncer ce qui est un véritable scandale, forcément, vous n'allez pas pouvoir mobiliser la grande partie de la population. Maintenant, je voudrais quand même terminer sur ce chapitre en disant que, suite à la publication du bouquin, suite au débat auquel je suis maintenant régulièrement invité, ces idées fondent l'audience. Et je reçois énormément de messages de tous acabits, y compris de juges, y compris de directeurs de prison, qui me disent on abonde tout à fait dans votre sens. Donc je ne suis pas seul, simplement il faut que les personnes qui ont une vision humaniste de la répression, parce que je pense que les deux termes sont compatibles, sortent de leur cachette, et je dirais que l'étape suivante, ce devrait être que des institutions, des interlocuteurs tels que l'association syndicale des magistrats, l'ordre des barreaux francophones et germanophones, sortent du bois et prennent le relais, parce qu'un individu seul ne fera rien. Or, je pense que je ne suis que l'étendard d'une cause derrière laquelle beaucoup de gens se rallient à mes convictions. C'est peut-être un peu se projeter, et ça n'a peut-être pas vraiment de sens, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Quel constat est-ce qu'on pourrait ou on devra dresser si Marc Dutroux ou quelque autre condamné à perpétuité sort de prison dans 15 ans, mais les pieds devant? D'abord, pour moi, ce serait un mot très, très vif dépit, parce que je pense que la libération de Marc Dutroux est une libération symbolique à deux égards. D'abord pour lui, parce que ce sera une libération ce ne pourrait être qu'une libération sous haute surveillance, c'est-à-dire
pour le protéger de la vindicte, puisqu'il se trouve toujours des justiciers blancs qui sont déterminés à lui faire la peau. Donc je crois qu'on doit le mettre essentiellement à l'abri de cette pulsion vengeresse qui n'aura jamais de cesse. D'autre part, cette libération, pour moi, elle revêt une importance symbolique parce que si Dutroux est libéré, tout le monde peut l'être. Puisqu'il est considéré comme le parangon du coupable absolu, donc comme le criminel le plus sensationnel en quelque sorte de toute l'histoire criminelle de la Belgique, alors que, je m'empresse de le dire, je connais même dans ma propre clientèle des gens qui ont commis des faits au moins aussi graves, voire davantage, et que sur la surface de la planète, des millions de gens ont torturé, violé, assassiné dans des conditions atroces. Et donc, il est loin d'être, selon moi, le critère, en quelque sorte, du pire criminel qui se conçoive. Mais dans cela dit, dans la population pénitentiaire belge, compte tenu de ce statut, en quelque sorte, privilégié qu'il détient contre son gré, s'il est libéré, c'est un signal fort vis-à-vis de la population consistant à dire « vous devez vous faire à l'idée que la punition n'a aucun sens si on ne vise pas un après ». C'est contraire à sa définition, à la définition même de la peine. Et dès le moment où, pour moi, c'est implicitement, mais certainement une conséquence de l'abolition de la peine de mort, outre le fait que l'abolition de la peine de mort signifie qu'il n'y a pas de peine naturelle. Donc, il faut se représenter que le taux des peines a été inventé par une intelligence en chambre il y a 2 siècles et que nulle part il n'est dit ou il n'est prouvé qu'un meurtre vaudrait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça n'a pas de sens, c'est purement conventionnel. Et tant que ces 10 ans, 20 ans, 30 ans se passent dans les conditions dans lesquelles ils se déroulent, ils sont abominables. Donc, il y a un surcroît de la peine qui va bien au-delà d'un simple espace de temps pendant lequel vous êtes privé du droit de vaquer librement à vos activités. Donc, la peine de prison signifie bien plus qu'une privation de liberté, tant qu'on ne se mettra pas cela dans l'idée, tant qu'on ne se rendra pas compte de la toxicité de la prison, on ne pourra pas avancer. Bruno Dailly, afin de clôturer ce dossier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Vous savez, j'ai discuté avec 2-3 personnes que j'aime beaucoup. Christian Pagné, qui héberge Michel Martin, Jean-Marie Derman, qui est bâtonnier à Dinan. Et on s'est dit, parce qu'on est à peu près de la même tranche d'âge, qu'on n'avait pas envie de crever dans un système pénal pire que celui dans lequel on avait prêté serment. Il se fait que je suis avocat depuis 82, que ça correspond grosso modo au grand virage sécuritaire qui a été adopté notamment en France et en Belgique, et que donc je vois les choses se dégrader. Donc à l'âge que j'ai, avec une carrière qui est globalement derrière moi, je n'ai plus rien à perdre. Donc je milite, et l'affaire Dutroux, outre le fait que je mouille mon maillot pour lui, me permet d'avoir une audience que je n'ai jamais eue, même en tant que chroniqueur. Donc je crois qu'il est maintenant temps que je porte le flambeau en disant je ne suis pas le premier, je ne suis certainement pas le dernier à défendre ces idées, je ne voudrais pas que dans 50 ans, et c'est ce qui va se passer si on reste dans la même ligne, on considère que la justice belge en 2019 était une justice préhistorique. Nous devons sortir du Moyen-Âge, nous sommes à la croisée des chemins. Je pense que le fruit est mûr, il faut absolument faire bouger le politique et le conscientiser sur ces problèmes. Donc j'espère qu'à force de taper sur le clou et à force de faire des émules parmi la jeune génération des juristes, eh bien les futurs juges, les futurs procureurs, les futurs parlementaires soient conscients de l'impasse dans laquelle on se trouve. Pour l'instant, on est véritablement dans un cul-de-sac et la justice est un système qui tourne à vide. Il faut en sortir. C'est le message que je veux faire passer. Même si je prêche dans le désert, au moins j'aurai pour moi de pouvoir trouver le sommeil du juste, comme on dit, de me dire que je ne suis pas resté les bras croisés, parce que je pense que ce métier, on ne peut pas le faire
sans être quelque part le propagandiste des idées auxquelles on pense. Et je crois que c'est un métier de conviction et que ce métier, on l'épouse en faisant une profession de foi. Les avocats sont des fouteurs de merde, ce sont des empêcheurs de juger en rond, ce sont des gens qui doivent absolument être à contre-courant d'un système qui juge en rond. Et donc je crois que c'est vraiment notre vocation spécifique et d'une certaine manière, j'ai l'impression, en faisant ce que je suis en train de faire, d'accomplir ma vocation. Merci. Je vous en prie. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down